Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Une semaine placée sous le signe bien évidemment de la Formule 1 et du sport plus généralement, puisque Monaco dispute mercredi la finale de la Coupe de France de football. Et de jeudi à dimanche, nous allons vivre au rythme des courses du Grand Prix. Nous verrons dans ce journal que tout est mis en œuvre pour permettre la poursuite d'une vie presque normale malgré la fermeture du circuit. Stéphane Porcu, le directeur du Centre intégré de la gestion de la mobilité, le Bison Futé monégasque, sera notre invité pour nous expliquer comment sont gérés les flux de circulation en cette période annuelle hors norme. L'État vient de renouveler la concession publique de l'opérateur Monaco Télécom. Reportage à suivre pour connaître les tenants et les aboutissants de cette décision. Nous entendrons également la réaction du Conseil national après cette annonce. Ce lundi est synonyme de réouverture aujourd'hui pour plusieurs entités, dont par exemple le Stade Nautique Régnier 3 et la collection de voitures anciennes du Prince, où beaucoup de nouveautés sont à découvrir sur place, dont une installation toute spéciale dédiée à Charles Leclerc. La directrice de la collection, Valérie Closier, sera notre deuxième invitée. Des airs russes ont résonné dimanche à l'auditorium Régnier 3 avec le premier concert de l'artiste en résidence au sein de l'OPMC, Alexandre Kantarov. Et des airs d'été déjà, avant de développer tous les titres de ce journal, vous le voyez sur ces images, le traditionnel changement de tenue à cette période de l'année pour les carabiniers. Cela intervient chaque lundi précédant le Grand Prix de Formule 1. C'est lors de la relève de la garde à 11h55 très précisément, place du Palais, que les carabiniers ont officiellement changé de tenue, passant de celle d'hiver en bleu à celle d'été en blanc. Il faut savoir que la tenue d'hiver est constituée d'une veste noire inspirée d'un modèle de la gendarmerie française, d'un pantalon bleu orné d'un galon rouge et d'un casque bleu roi dont l'origine remonte à 1903. Et pour l'été, place donc au blanc. Et après ce petit clin d'œil, nous allons faire un point avec Alexandra Pani pour évoquer les nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur aujourd'hui. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Patricia, nouvelle semaine et nouvelles mesures. Depuis ce lundi, le couvre-feu est élargi de 22h à 6h du matin. Les restaurants ouverts pour le déjeuner et le dîner accueillent à présent, en plus des résidents monégasques et des clients d'hôtel, les salariés ainsi que les membres de leur foyer et les étudiants en principauté aussi bien le midi que le soir. Le service de soirée sera assuré dorénavant entre 19h et 23h. Une dérogation de circulation pour les clients est prévue jusqu'à 23h15. Les bars et cafés voient leur plage horaire d'ouverture prolongée. Le service est autorisé de 6h à 19h. La consommation sur place s'effectue aux mêmes personnes que pour les restaurants. Les salles de spectacle et le casino ont eux aussi le droit d'accueillir de nouveau du public jusqu'à 23h. Les piscines intérieures et extérieures peuvent ouvrir en observant un protocole sanitaire strict, tout comme les salles de sport. Le télétravail, lui, reste obligatoire dans les secteurs privés et publics jusqu'au 30 mai inclus. En France, les nouvelles mesures sont attendues à partir de ce mercredi. Nous y reviendrons. Et puis d'autres modalités, mais liées cette fois à l'événement de la semaine, la 78e édition du Grand Prix de Formule 1. Contrairement au Grand Prix historique et au e-prix pour le Grand Prix de Formule 1, il n'y a aucune restriction concernant la provenance du public. Tout ce qui est demandé, c'est de se munir, en plus de vos tickets, d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toute personne non résidente ou non salariée de la principauté. Pour ces dernières, attention de bien avoir sur vous les justificatifs nécessaires. Pour les jeudis, samedis et dimanches, toutes les tribunes assises seront ouvertes au public avec une jauge limitée à 40%. Cela revient à 7500 spectateurs par jour. Pour le vendredi, en revanche, seules les tribunes K et T le long du port Hercule seront ouvertes avec une jauge limitée à 3000 personnes. Pour cette journée uniquement, l'accès aux tribunes sera en accès libre et gratuit. Il suffit de vous munir d'un test PCR négatif et d'une pièce d'identité. Pour les autres jours, vous pourrez réserver dès à présent vos places en ligne sur le site internet de l'Automobile Club. Et la circulation est donc bien sûr impactée par le trafic généré par le Grand Prix et la fermeture du circuit pendant les différentes courses. Comment réguler au mieux le flux de véhicules? C'est la mission du Centre intégré de la gestion de la mobilité, autrement dit le Bison Futé monégasque, dont le directeur est notre invité. Bonsoir Stéphane Porcu. Bonsoir.
Êtes-vous sur le pied de guerre à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 ? C'est un moment de l'année toujours un peu compliqué. C'est toujours un moment compliqué, mais on est prêt, on est serein. Est-ce que le contexte de cette année, avec en toile de fond la Covid-19, va en quelque sorte vous faciliter les choses ? Je pense qu'il y aura globalement un peu moins de monde que d'habitude, mais de toute manière, l'équipe est renforcée et on sera prêt à recevoir tout le monde qui viendra sur la principauté. Pour mieux comprendre, lorsque les flux s'intensifient, par exemple à la fin des courses, de quelle manière intervenez-vous pour tenter de fluidifier la circulation ? Alors on a plusieurs schémas de circulation qui sont mis en place. Donc on réfléchit plusieurs semaines avant le Grand Prix à des schémas de circulation. Donc c'est le CIGN qui établit les schémas de circulation avec l'aide de la Sûreté publique. Et après, le jour du Grand Prix, en fonction des événements, en fonction de la fermeture du circuit, on va modifier tout au long de la journée les schémas de circulation. Quels sont les moyens ou procédures mises en œuvre lorsqu'il y a saturation du trafic ? Alors on a plusieurs leviers, on peut mettre en place des déviations grâce aux panneaux à messages variables. On a des équipes sur le terrain, les équipes de la Dovoirie et de la Sûreté publique qui peuvent modifier le panneautage sur le terrain. Et on peut aussi inverser le tunnel Albert II si c'est nécessaire à l'heure de l'évacuation. Mais habituellement, en période de Grand Prix, combien de véhicules circulent aux heures les plus intenses ? On a moins de véhicules qui rentrent qu'un jour de semaine classique, en dehors des périodes scolaires. Mais comme la moitié de la ville est fermée à la circulation, du coup ça densifie énormément la circulation sur les axes qui sont maintenus ouverts. Plus généralement, alors hors Grand Prix, est-ce que l'on est revenu aujourd'hui à un trafic normal d'avant début de crise et d'avant confinement ? Alors avant le début de la crise, sur un mois de mai classique, il y a à peu près entre 110 et 112 000 véhicules qui rentrent et sortent de la principauté. Actuellement, on atteint à peine les 100 000 véhicules. Donc on a une baisse de 10% par rapport au début de la crise. Oui, donc l'ordre de comparaison entre la période Covid, le confinement et une période habituelle, il est quoi ? Il était du simple au double ? Habituellement, en moyenne sur l'année, on est sur une densité d'à peu près 114 000 véhicules. Pendant la période de confinement, on est descendu même un certain jour à 23 000 véhicules qui entrent et sortent de la principauté. Donc ça fait une baisse considérable. Quel conseil donneriez-vous aux automobilistes à l'approche de cette fin de semaine plutôt compliquée ? Déjà de se renseigner sur les fermetures de voies. Nous, on va communiquer les fermetures sur l'application Waze, puisque le gouvernement princier a pris un partenariat avec Waze. Donc en temps réel, nous allons indiquer les voies qui seront fermées sur cette application. Et d'ores et déjà, vous pouvez aller sur l'application Waze Even et vous avez les voies qui seront fermées les 4 jours du Grand Prix. Et est-ce qu'il est par exemple raisonnable lorsque le circuit rouvre, en tout cas la zone de circuit rouvre, est-ce qu'il est raisonnable de patienter par exemple pour contribuer à la fluidification du trafic soudain ? Disons que le circuit pour le dimanche, il est prévu d'être réouvert à 20h30 de mémoire. Mais jusqu'à 21h30, 22h, la circulation sera compliquée sur tout le secteur du circuit. Et en termes d'effectifs, est-ce que pour vous, cette période correspond à une mobilisation générale ? On renforce complètement, on renforce les équipes pour les 4 jours du Grand Prix. Il y a en plus du personnel du service des parkings qui vient au CIGM pour nous indiquer en temps réel les taux de remplissage des parkings et pour pouvoir adapter les schémas de circulation en fonction du remplissage des parkings également. Stéphane Porcu, responsable du Centre intégré de gestion de la mobilité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, bonne soirée. Et n'hésitez donc pas à vous appuyer sur tous les outils numériques désormais à notre disposition comme Your Monaco pour vous renseigner sur le trafic pendant toute la période du Grand Prix. C'est à Monaco-Tech qu'a été officiellement annoncé aujourd'hui le renouvellement de la concession publique de l'État à Monaco Télécom. Le reportage de Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Et c'est le président de Monaco Télécom, Étienne Franzi, qui a donc annoncé ce renouvellement de la concession publique de l'État à Monaco Télécom, et ce, pour 20 ans. Une durée pour conférer un champ d'action à l'opérateur qui constitue un pilier sur lequel la principauté doit pouvoir s'appuyer au cours des différentes phases liées à la transition numérique.
Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde numérique, dans le monde post-Covid, un pays doit avoir les infrastructures, les fondations pour pouvoir développer son économie via le numérique, pour pouvoir bénéficier de ce que peut apporter le numérique en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de travail. En fait, aujourd'hui, ces fondations sont aussi indispensables que des routes, la proximité avec un aéroport. Et c'est tout le sens du travail que l'on fait avec Monaco Télécom sur les réseaux. La fibre qui sera lancée formellement la semaine prochaine, la 5G qui a été lancée, les sujets de couverture, les sujets de service. Une véritable colonne vertébrale d'infrastructures en lien direct avec la qualité de vie, l'attractivité, le développement durable et le numérique, notamment indoor. Le Wi-Fi, par exemple, permettra de recevoir des appels téléphoniques via la nouvelle box et une couverture à 100% dans les parkings. Pour nous, on pense que c'est une solution qui est importante, pour Monaco également. On sait que les télécoms sont un domaine qui bouge très très vite. Mais qui s'appuie sur des investissements extrêmement importants et qui, eux, sont des investissements de très long terme. Quand on déploie un réseau fibré, comme on le fait en ce moment, on le déploie pour beaucoup d'années. Et donc pour ça, il faut qu'on ait une visibilité sur ces investissements qui nous permettent en fait d'avoir des plans à long terme. Et ces plans à long terme, ils sont agrémentés de plans à beaucoup plus court terme qui sont discutés de façon très très directe et très en détail avec justement le gouvernement. Et puis du coup, aujourd'hui aussi avec une implication plus régulière du Conseil national. Et au cours de cette conférence, il a aussi été précisé que les usagers et les consommateurs figurent parmi les priorités de Monaco Télécom. L'offre Mounegou destinée aux Monégasques, à leurs parents et aux enfants du pays a d'ailleurs été présentée. Elle repose sur une réduction tarifaire. Autre preuve et illustration de l'attractivité économique, les prix pour les entreprises vont baisser de 50% sous 3 ans. Vous venez de l'entendre, l'État renouvelle sa concession publique à Monaco Télécom. Une décision qu'ont souhaité commenter le président du Conseil national, Stéphane Valéry, et plusieurs élus devant la presse, plusieurs élus dont Franck Julien. Pour nous, ce qui était important dans cette situation, c'est que puisque la fidélité, quelque part, elle était imposée, et bien que cette fidélité soit récompensée, et c'est ce qui s'est notamment fait à travers les annonces qui ont eu lieu, puisque l'offre Mounegou a été annoncée, que cette offre permet d'avoir une tarification dédiée, spécifique pour les Monégasques et pour les enfants du pays. On trouve que la situation s'est grandement améliorée, puisque désormais il y a 5 points d'entrée dans la gamme Internet via le produit fibre optique. Donc je dirais, quels que soient les besoins des foyers, ils trouveront forcément une solution qui sera adaptée à leur situation. Et donc effectivement, la possibilité pour des représentants du Conseil national de participer à ce comité de suivi du plan industriel était très importante, puisqu'elle nous permettra, et elle permettra à nos successeurs, de peser sur les orientations stratégiques, notamment, je dirais, technologiques, mais bien évidemment aussi sur les aspects tarifaires. Le conseiller national Franck Julien répondait à Sandrine Nègre. Alexandra Pagny est de retour pour un point très largement sportif et tous les regards tournés vers l'ASM FC qui a conforté dimanche sa 3e place au classement de Ligue 1. Une excellente fin de saison encore confirmée hier soir par les Rouges et Blancs qui l'emportent 2-1 à domicile face à Rennes. Une victoire qui leur permet de garder un avantage face à Lyon et les maintient encore sur la 3e place du podium. Cette semaine sera d'ailleurs assez chargée pour les joueurs de Niko Kovac. Et oui, 2 matchs au programme cette semaine pour l'AS Monaco FC, dont une finale de la Coupe de France, excusez du peu. C'est pour cela que le club des supporters a lancé un appel ce week-end sur les réseaux sociaux pour demander à la population monégasque et aux commerçants de pavoiser cette semaine en soutien aux joueurs. En voici un extrait. Soyons fiers de nos couleurs, de notre club, de notre pays et remercions nos joueurs, entraîneurs et dirigeants pour cette saison d'ores et déjà magnifique. Les Monégasques jouent mercredi à 21h15 la finale de Coupe de France face au PSG et se déplaceront ensuite dimanche à Lens pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Nous connaissons les dates de l'édition 2021 du Jumping International de Monte-Carlo, Alexandra. Oui, l'événement est maintenu cette année en principauté, habituellement présent la dernière semaine du mois de juin. Cette année, ce sera du 1er au 3 juillet que les chevaux 5 étoiles viendront faire le show sur le port Hercule. La billetterie sera ouverte prochainement.
Enfin, une réouverture très attendue par les cinéphiles. Effectivement, Patricia, les amateurs du 7e art l'attendaient avec impatience. Le cinéma des Beaux-Arts, hébergé au sein du théâtre Princesse Grace, rouvrira ses portes le 2 juin prochain. Quant au cinéma en plein air, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de juin. Vous pourrez retrouver le programme de vos séances sur le site cinémademonaco.com. Nous le disions au début de ce journal, Monaco est en mode Grand Prix. Les courses débutent jeudi, mais la collection des voitures anciennes du Prince vous propose un avant-goût avec notamment la découverte d'une Formule 1 avec laquelle Charles Leclerc a couru. Mais ce n'est pas la seule petite merveille que l'on peut y voir. La collection a rouvert aujourd'hui après de longues semaines de fermeture. Sa directrice est avec nous ce soir. Bonsoir Valérie Closier. Bonsoir Patricia. J'imagine que la date de réouverture n'a pas été choisie au hasard? Alors, tout à fait, on a fait notre maximum pour pouvoir réouvrir la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, la semaine du Grand Prix F1 de Monaco. Alors, entre le Grand Prix et cette impressionnante collection, justement, cela positionne une nouvelle fois Monaco comme une grande capitale de l'automobile. Le sport automobile et le sport mécanique, c'est quand même l'ADN de la principauté de Monaco, avec aussi bien le Grand Prix de F1 que le rallye de Monte-Carlo. Donc effectivement, ici, on est en effervescence pour accueillir tous les visiteurs qui vont arriver cette semaine. Vous avez profité de cette fermeture et de la Covid-19 pour introduire des nouveautés dans la collection? Alors, on en a profité pour effectivement faire une nouvelle disposition des véhicules de la collection. Nous avons effectivement mis en avant toutes les F1 et les voitures de course. Et puis, notamment, pendant la fermeture, nous avons accueilli un véhicule assez extraordinaire, c'est-à-dire la Ferrari Formule 1 de Charles Leclerc, qu'il a vu s'offrir en fait par Ferrari et qu'il nous a permis d'exposer ici pour nos visiteurs. Il y a donc une partie de la légende de la Formule 1 qui se trouve dans cette collection. Nous avons essayé de faire une mini rétrospective de Ferrari et des F1 au fil des années. Nous avons réussi à avoir une F1 des années 70, une des années 90, que nous avons ici qui appartient au souverain, et la voiture de Charles Leclerc des années 2019. Et pour les passionnés d'automobile, hors ces véhicules CF1, quel autre véhicule de légende peut-on y trouver également ? Alors, vous pourrez effectivement retrouver toutes les voitures de la collection de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, et notamment toutes les voitures que le Prince Régnier III avait achetées et mis à disposition pour les visiteurs pour qu'ils puissent admirer ces véhicules, comme par exemple la Chrysler Impériale qu'il avait achetée et avec laquelle il a été chercher la princesse Grace Kelly. Des voitures comme la Sunbeam Alpine, qui est la voiture identique à celle que conduisait la princesse Grace dans le film de Alfred Hitchcock, La main au collet. Et la plus ancienne remonte à quelle année ? Alors, la plus ancienne, c'est une De Dion Bouton de 1905. C'est la première qui a été achetée par le prince Régnier III. Et avec cette voiture, il avait fait le rallye London-Brighton avec lui au volant et la princesse Grace et les enfants derrière avec lui. Valérie Closier, vous avez repris le flambeau en 2019, puis le confinement est arrivé. Cela a peut-être constitué un frein. Mais vous ne manquez pas d'ambition pour cette collection. Cela vous a permis de nourrir les projets que vous ambitionnez pour cette collection ? Mon ambition, c'est de donner vie et de faire vivre cette collection. J'ai envie que les gens qui sont déjà venus se disent tiens, allons voir la collection de voitures parce qu'il y a toujours une animation, il y a toujours une exposition, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et donc, notamment, au mois de décembre, nous avions accueilli ici une exposition Antoine le Pilote. Eh bien, nous avons continué à la disposer pendant le Grand Prix parce que c'est tout à fait cohérent. Puis c'était la sortie de l'opus numéro 13, Antoine le Pilote au Grand Prix de Monaco. Nous avons laissé cette installation de cette exposition pour les petits et les grands. Et puis parmi les grands projets à venir, les projets ambitieux, et il y aura à terme un important déménagement à chapeauter. Alors, normalement, le déménagement est prévu en mai 2022. Il y a déjà eu beaucoup de retard. Alors, on espère qu'on y sera pour le Grand Prix F1 de 2022, mais rien n'est sûr. En tout cas, j'ai vu le projet, je participe au projet actuellement, c'est magnifique. Un bel écrin pour toutes les voitures de la collection de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco.
Voilà, horizon 2022. Valérie Closier, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Et je rappelle donc que la collection de voitures anciennes de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, c'est l'intitulé exact, a réouvert ses portes aujourd'hui. Avec plaisir, merci. La Russie était à l'honneur dimanche à l'auditorium Régnier 3 où des airs de Glinka, Prokofiev et Tchaïkovski ont été joués. Une première avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour l'artiste en résidence Alexandre Kantarov. José Sacré et Serge Prémont étaient aux premières loges. Le public de l'auditorium Régnier 3, debout, applaudit à tout rompre le pianiste Alexandre Kantarov qui vient d'interpréter le concerto numéro 2 pour piano et orchestre de Prokofiev, un concerto d'une difficulté redoutable. Artiste en résidence cette année, c'est votre premier concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Comment ça s'est passé? C'est très facile avec eux. On sent qu'ils sont vraiment à l'écoute et puis il y a un climat de liberté du coup qui s'installe. C'est-à-dire que je sentais vraiment beaucoup de possibilités, on ne se sentait pas restreint et ça on ne peut pas vraiment le prévoir à l'avance. Donc ça fait partie de ces alchimies qui se jouent un peu sur le moment. Et donc là, ouais, vraiment très simple dès le début, la première répétition, je me sentais à l'aise et ils sont vraiment tous super. En fait, ils sont emballés par la musique qu'ils font. Donc ouais, pour moi c'est un vrai bonheur. Pour le chef Jérémy Rohrer, ce concert était également le premier avec l'OPMC et le premier avec le pianiste Alexandre Kantarov. C'est un pianiste d'exception, mais c'est aussi une personnalité extrêmement attachante, très rapidement, et un être un peu à part, je veux dire, dans la manière. À 23 ans, avoir une telle compréhension du monde et une ouverture aux autres, ça impressionne, ça m'a impressionné, et ça, je crois que ça a impressionné toutes les personnes avec qui il a travaillé pendant ces 2 jours. Nous passons aux prévisions météo de ce début de semaine, Alexandra. Du soleil, Patricia, c'est ce que l'on souhaite, mais il faudra tout de même compter sur la présence de quelques nuages tout au long de la journée. Il soufflera une légère brise, les températures seront agréables avec 13 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Nous fêterons les Éric. C'est la fin de ce journal et nous nous quittons en photo avec cette série de clichés signés Manuel Vitali à Saint-Étienne-de-Tinée où s'est rendu aujourd'hui le prince Albert II. Nous y reviendrons longuement demain dans un Focus Info préparé par Vanessa Dessy. À demain donc, 19h sur Monaco Info. Très belle soirée à vous.